Donc il y a bien de l'industrie dans ces 3 communes. C'est la première photo. 15% pour Aubagne, 33% pour Delmas, en termes de pourcentage hein, sur l'économie de ces différentes communes. Ce n'est pas un valeur absolue. Donc sur chacune de ces communes, l'industrie pèse. Il faut savoir aussi que quand l'industrie pèse, elle génère d'autres emplois. Un emploi industriel, c'est en gros un autre emploi qui est créé par ailleurs sur les services. Les entreprises de services qui sont ici savent ce qu'elles doivent aux entreprises industrielles. N'est-ce pas? Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc on retient ça. L'industrie pèse fortement dans les 3 communes. C'est entre 15 et 33%. 33% sur... c'est déjà cette Gémenos qui est important. Déjà cela qu'il faut retenir. Alors maintenant, quand on a cette macro-photo qui donne une vision globale, je souhaiterais que l'on regarde un petit peu cette vision un petit peu dynamique. Allez, deuxième. Dynamique. Donc là, on a vu la vision statique, et je vais vous parler de la vision dynamique. Donc, comment les choses évoluent au niveau des Bouches-du-Rhône, au niveau de la France et au niveau de ces 3 communes. Donc vous voyez bien que on a le Bouches-du-Rhône, on dit souvent, mieux résisté que les autres territoires en termes de désindustrialisation, et on sait bien pourquoi. C'est la diversité des industries, c'est aussi la présence de PME à forte intensité de connaissances, donc dites fortement technologiques. On a les PME de niche, on peut dire ça ou pas? On a des filières dites continentales, telles que l'aéronautique, la microélectronique, etc., qui sont là. Et qui, elles, continentales, donc arrivent à compenser leurs pertes là-bas et ici. Et en plus, ce sont des marchés relativement porteurs. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que les Bouches-du-Rhône résistent mieux. Et ça a toujours été... donc, on a vraiment intérêt à garder cette spécificité des Bouches-du-Rhône qui consiste à dire il faut être diversifié, il faut garder l'aéronautique, la microélectronique, l'énergie, les TIC, etc. Il faut garder ces filières, il faut les garder ici et les développer. Et heureusement, nous avons de grands acteurs. Donc on voit bien qu'Aubagne, en termes de perte d'emploi, allez, c'est pas loin des Bouches-du-Rhône, hein, donc a aussi bien résisté. Gémenos en a perdu, mais on sait à peu près pourquoi. C'est essentiellement le travail du bois, industrie du papier et imprimerie. Là, je lis les notes de mes camarades de socio-économique. Je vous dis, ces données, vous ne les trouverez nulle part ailleurs, donc vous les conserverez précieusement quand vous sortirez d'ici, n'est-ce pas Thierry? Absolument. Et donc voilà, donc je vous ai montré la vision statique, ce que pèse l'industrie dans chacune de ces communes, la vision dynamique, où va l'industrie dans chacune de ces 3 communes. Donc on voit bien qu'elle résiste autant que les Bouches-du-Rhône, donc en ce sens, elle est dans la dynamique des Bouches-du-Rhône. C'est une bonne nouvelle, parce qu'elle aurait pu décrocher, mais elle est encore dans la dynamique des Bouches-du-Rhône. Et Aubagne fait un peu mieux d'ailleurs. Hein, un peu mieux. Voilà. Très bien. La suite, s'il vous plaît. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer dans chacune de ces 3 communes, je vais vous embarrasser de chiffres, pour que vous voyez un petit peu ce qu'est la spécificité de chacune de ces communes. La spécificité est mesurée chez nous par le fait que on compare chaque commune par rapport à ce qui se passe dans chaque filière par rapport à ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône. Et quand on constate que, en gros, la commune dépasse les Bouches-du-Rhône de 20%, alors on dit que c'est une spécificité du territoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est plus cultivée que dans les Bouches-du-Rhône, de manière globale. Voilà. Et l'on voit bien là que le caoutchouc, la fabrication d'équipements électriques, la fabrication de machines et équipements est une spécificité de Bâle. D'accord? Voilà. Où on a, vous savez bien, de très belles boîtes comme Sartorius, Stedim, Polyvibe, Greencap Développement, je ne vais pas citer tout le monde, de peur de me faire des ennemis, de très belles entreprises sur ce thème. Est-ce que c'est plutôt des entreprises, on va dire des PME, ou ce dont on rêve souvent, c'est-à-dire des ETI, des établissements à taille intermédiaire, c'est-dire qui dépassent quelques centaines de salariés? Sartorius, c'est pas loin de l'ETI. C'est 400. C'est pas loin de l'ETI, voilà. ETI, c'est 2000 dans le monde. ETI, c'est vers 500. ETI, c'est-à-dire entreprise de taille intermédiaire. C'est la quête du Graal du gouvernement français qui dit que la France n'a pas assez d'ETI et qu'il faut en avoir. Donc il y a des programmes. Il faut aider les entreprises à grandir. Voilà, à grandir. Mais à grandir, là, c'est peut-être l'ETI, parce que quand on voit la différence entre l'industrie française et l'industrie allemande, c'est effectivement la faiblesse en nombre d'ETI de l'industrie française. Or, ce sont celles-là qui font la concurrence à l'international, parce qu'ils ont le volume, la surface, pour pouvoir aller conquérir des marchés à l'international. Voilà ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà.
une spécificité d'Aubagne que vous voyez sur ces secteurs dits industriels. La suite, s'il vous plaît. Si je regarde les menaces, bon, vous ne serez pas étonné que les produits informatiques, électroniques et optiques fassent partie de la spécificité. Hein. Voilà. Donc ça pèse lourd. Donc on a intérêt à ce que cela reste. Je voudrais juste poser une question à la salle. Est-ce que certains parmi vous ont visité Gemalto? Ceux qui l'ont visité, lèvent le doigt, s'il vous plaît. Voilà. Mais je vous assure, vous aurez un coup de bonheur en allant visiter cette entreprise. C'est une entreprise hyper moderne, qui est sur un secteur vraiment de pointe, qui est la sécurité. Et la sécurité, elle est partout aujourd'hui. Et là, ils sont sur une niche, je dirais, qui ne va que grandir, en somme, qui ne va que grandir. Et vraiment, cette entreprise-là, on la chérit comme un joyau. Il faut qu'elle reste, il faut qu'elle soit ancrée sur le territoire. La suite, s'il vous plaît. Je regarde la Ciotat. Bon, vous ne serez pas étonné de voir que la réparation et l'installation fassent partie d'une spécificité de la Ciotat, mais il y a la fabrication d'équipements électriques, caoutchouc. Alors, je vais vous citer quelques belles entreprises. Hein. La Ciotat. Sur la réparation navale, on voit là, Monaco Marine. Composite Works, Monaco Marine, Classic Work, etc. Bon, c'est pas mal de belles entreprises. Ça marche très très bien. Voilà un peu les trois profils industriels des trois. Eh bien, merci beaucoup, Zidane, on peut l'applaudir très fort pour ce travail et cet esprit de synthèse. J'espère que je ne peux pas continuer à rajouter, de toute façon, tu vas être avec nous dans le débat, donc on va passer le micro à Christian Gentiletti. D'abord, merci encore une fois pour ce travail d'étude et de synthèse que vous avez fait pour nous présenter ça. En plus, c'est une vraie première et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. J'espère que ce sera repris. Christian, manifestement, la Chambre de commerce, dont vous êtes vice-président, accompagne effectivement ce mouvement de promotion économique et essaie d'attirer des industries. On arrive encore à convaincre des industriels de venir s'installer ici, en particulier dans ce territoire et de manière générale dans les Bouches-du-Rhône? Oui. Préalablement à la réponse que je vais vous faire, vous faites de moi un expert en développement économique, c'est gentil, amical. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je remplace Jean-François Brando, qui à la Chambre est notre spécialiste en la matière, et qui est beaucoup plus précis que moi sur ces sujets. Je vais tenter de vous y répondre. Moi, vous le savez, je suis plus versé dans la création et le développement des entreprises, plutôt des petites, et je ne peux pas ne pas vous citer le PACI, que j'ai tant de plaisir à animer, et qui, au passage, et c'est dit comme ça vous évitera de me poser la question, fait son assemblée générale jeudi matin. Très bien, c'est de publicité. Merci. Voilà, le PACI, c'est fait. En matière d'attrait économique, j'ai envie de parler un peu plus au bain que de votre commune, que si vous permettez, je connais mieux, et puis faire juste un peu d'histoire en quelques minutes. Je suis une génération grandissant à Aubagne, on grandissait à côté d'usines de gélatine, des usines de charpente métallique qui étaient leaders sur leur marché à l'époque, des usines de saucissons, des usines de liège, évidemment de céramique, évidemment de tuiles. Ça fait partie du patrimoine, c'est ça? Toutes ces choses, évidemment, étaient dans les centres-villes. La modification a été intervenue et la Chambre de commerce, déjà à l'époque, avait participé à la création de la zone industrielle des Palus, qui a été un facteur économique, un facteur de développement économique important. Un peu au plan local, beaucoup aussi au plan de l'Est de Marseille, et qui a amené non seulement les industriels aubagnais à venir se redévelopper sur un territoire qui était destiné, mais également d'autres industriels. Et tous ceux que vous avez cités dans la présentation, que Sylvie a cité, sont un peu la suite de ce qui a été l'industrialisation des Palus. Aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à attirer toujours des entreprises industrielles, puisque c'est le terme? Bien sûr qu'on rencontre quelques difficultés. Tout d'abord, on a besoin d'espace. Le serpent de mer de la zone c'est l'extension des est un peu bloqué, c'est ça? J'ai presque honte de vous en parler. Ah ben non, mais parce qu'on va en continuer à en parler en français de nous. De façon tellement générique. Je vous rappelle une assemblée générale de l'UPE où Priscilla nous disait les difficultés que ça crée dans la... Elle va nous raconter tout à l'heure comment elle a trouvé sa solution.
Et on verrait qu'elle a de nouveau quelques autres questions à nous poser. Nous savons que certaines industriels sont aujourd'hui appelés à aller construire leur développement sur d'autres territoires, c'est quand même dommage. Donc ça, c'est un premier frein, donner aux industriels des espaces. Il faut certainement leur donner également une cohérence. Et là, je ne peux pas ne pas citer le mot qui est le territoire. Bien entendu qu'il va falloir qu'on arrive à ce que toutes ces zones soient coordonnées et permettent à ce que l'on retrouve ce qui s'est passé quand de la ville d'Aubagne on est venu sortir ces entreprises et leur permettre de se développer. Il faut de la place, il faut une cohérence. Pour ce qui concerne Aubagne spécifiquement, nous avons aussi vu cette zone des palus dont je vous ai déjà un peu parlé se transformer peut-être un peu insidieusement en zone plus commerciale qu'autre chose. Là aussi, c'est certainement un frein au développement industriel. On ne peut pas imaginer avoir des zones qui soient à la fois commerciales et industrielles. Il faut qu'elles le soient, mais aujourd'hui, l'activité commerciale gagne de façon très importante sur le territoire industriel. Donc on a un problème de foncier majeur. Alors, on pourrait évidemment développer le coût des loyers commerciaux par rapport au coût des loyers industriels, mais encore plus pragmatiquement que ça, il reste le problème que l'industriel se trouve entouré de gens qui vendent des cuisines, de robes de mariée, de coiffeurs ou de tatoueurs, ce noble métier s'il en est. Les deux derniers, je les utilise moi-même très peu, mais ça peut venir, on ne sait jamais. Moins que l'espace qui était dédié, parce qu'on parle d'industrie, mais j'ai envie évidemment de parler de toutes les PME, TPE qui viennent derrière assurer la maintenance et la construction des équipements que les industriels que Zilé a cités ont besoin. Ceux qui me connaissent savent que je suis électricien et j'ai équipé les industriels de la zone pendant les 30 ans où j'ai fait ce métier. Si cette zone n'avait pas été, ne s'était pas développée, mon entreprise... Et aujourd'hui, Christian, le problème majeur, justement, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez en face de vous des responsables, on va dire, politiques, qui ont cette même perception de l'urgence à lever ces verrous dont vous venez de nous parler? Pas encore. Non, pas encore. Pour l'instant, on est encore dans une dimension qui me paraît trop politique et où le développement économique tel que nous essayons de le dire simplement ne passe pas encore là. Il y a un gros mot c'est métropole, c'est ça? Oui, la métropole, c'est un gros mot. C'est encore pour certains, c'est encore un gros mot, oui. Patron aussi, c'est un gros mot. Patron est un gros mot aussi. Je me suis déjà exprimé sur le sujet, je n'y reviendrai pas. Mais oui, c'est encore un gros mot, ouais, c'est pas... Alors que c'est l'emploi. Alors évidemment, la Chambre elle est en première ligne avec l'UP, et on en parlera tout à l'heure sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ou pas? Dans le bon sens, Christian? On peut vous parler. Vous savez qu'on est consulté pour le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. On essaie de mettre, grâce à toute l'expertise de notre service, on essaie d'expliquer ça à nos élus. Tous ne le comprennent pas à la même vitesse. Tout à l'heure, je vous ai dit que je vous parlais plus Aubagne, historiquement. Pour autant, on voit bien que Gémenos et La Ciotat ont nettement mieux maîtrisé leur système économique créé par l'entreprise. Et aujourd'hui, les difficultés que rencontre Aubagne ne sont pas présentes sur Gémenos et La Ciotat, et qui, du coup, somme toute, ont une attractivité meilleure. Et donc ça, c'est très important, effectivement, aussi pour maintenir, parce qu'on va le découvrir dans les témoignages qui suivent, c'est qu'il y a des industriels ici qui se sont posé la question de savoir s'ils pouvaient effectivement réaliser leur développement et leur expansion ici, et on verra dans un cas où ils sont allés dans une commune un peu plus loin, dans le Var, pour essayer et on aura un exemple, et ça pose vraiment un problème de développement économique, mais derrière d'emploi, de réalité, de développement urbain aussi. Et là, évidemment, c'est des sujets qui vous préoccupent. Maintenir les industries, et j'insiste sur les sous-traitants. Si la TPE les TPE qui peuvent se créer trouvent autour d'Aubagne, Gémenos, La Ciotat un terrain favorable.
Pour autant, il faut aussi que ces TPE trouvent un endroit pour se mettre, tout simplement. Des métiers, de tous ces métiers des services, finalement, aujourd'hui... Et peut-être aussi des infrastructures qui leur permettent de circuler. Ça, on va en parler, je crois, tout à l'heure. On vous applaudit très fort tous les deux. Merci pour ce travail. Merci pour votre pouvoir d'expertise et tout ce que vous faites. Thierry, juste un petit mot de commentaire. On va découvrir maintenant un certain nombre de témoignages d'entreprises qui vont nous parler de leur réussite, mais aussi, on va dire, un petit peu des freins. Un commentaire sur le paysage et le portrait que viennent nous dresser nos amis de la Chambre de commerce. Moi, je peux être que satisfait de ce portrait, parce que on voit quand même que notre territoire, quand on prend les 3 communes, reste un territoire attractif. Tout à l'heure, Christian l'a dit, certaines communes ont vraiment travaillé sur une attractivité. On est un petit peu en retard peut-être sur Aubagne par rapport à cette attractivité-là. Moi, mon souhait, c'est de pouvoir... T'as peur que je tombe? Ah oui, tu es gentil. Merci, monsieur le ministre. Merci, Christian. Moi, mon souhait, c'est de pouvoir arriver justement avec une extension sur la zone industrielle des PAU, que la ville d'Aubagne continue à être attractive au niveau industriel pour pouvoir faire vivre justement tous ces sous-traitants et toutes ces entreprises de services qui sont derrière. Et puis, aussi la deuxième chose sur laquelle il faut travailler, c'est une meilleure cohérence au niveau du zonage pour que ce qui est commercial soit bien centré, bien identifié et qu'on laisse la place aux industries, car quand on fait de l'industrie, il y a quand même toute une infrastructure derrière, un semi-remorque, ça se manipule pas pareil qu'un véhicule léger, donc il faut laisser aux industries aussi de la place pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Alors c'est pour ça que ce schéma, il est important qu'il soit vraiment bien pensé. Je vous pose la même question que j'ai posée à Christian tout à l'heure. Est-ce que le dialogue avec les responsables politiques, les responsables des collectivités locales, comment il se passe? Est-ce qu'ils vous entendent? Parce que bon, on ne peut pas non plus prendre leur baguette magique et résoudre tous les problèmes d'un coup. Mais est-ce qu'il y a cette volonté de travailler en commun, d'avoir une vision globale? Est-ce que pour le développement économique local, est-ce que vous avez l'impression que c'est en train d'émerger ou pas? Alors travailler en commun, ça j'ai pas l'impression du tout. Car depuis que je suis élu responsable de ce territoire, je n'ai cesse à chaque fois de demander à ce que les communes, les chargés économiques des communes travaillent avec l'UPE13, travaillent avec les services de la Chambre pour essayer de penser ensemble des schémas qui soient cohérents, d'accord. Certaines communes le font, pas toutes de la même manière, certaines sont très hermétiques à ça. Et est-ce qu'ils le font entre guillemets? Est-ce que les responsables des services économiques entre les différentes communes, est-ce qu'ils disent tiens, on va... Il y a toujours une dimension politique et territoriale. Et j'ai toujours l'impression que les politiques travaillent, une fois qu'ils sont élus, que dans le schéma d'être réélus la fois suivante. Non, ça vous êtes méchant. Non, je ne suis pas méchant, je suis réaliste. Ah, bon. Alors, écoutez, on va voir à quoi sont confrontés sur le terrain les entreprises. Je crois que ça fait réagir avec les briscasses. Ah, bien sûr. Voilà. Ça, je ne sais pas si on va vous la donner, parce que quand on commence aux hommes politiques. Allez, on va essayer de recueillir maintenant les témoignages d'un certain nombre d'entreprises, vous allez voir, qui vont vous parler de leur quotidien. On accueille tout de suite M. Serge Inker, il est président de la FRIA, il est président du groupe Sebasco Spigol. Serge Inker. Alors, vous dites, c'est quoi la FRIA? Bon, alors, la Fédération Régionale des Industries Agroalimentaires. Monsieur Inker, on va vous passer le micro. On accueille aussi Monsieur Paul Morgavi, qui est de la société Impica, qui est une société donc spécialisée dans les impressions à jet d'encre, et il va nous raconter aussi sa réalité. Monsieur Arnaud Maupirian de la société Alquier qui nous rejoint. Armand, qu'est-ce que j'ai dit? Arnaud. C'est l'orthographe, pardon. Loïc Piclet, de la société Euros, également. Et on a déjà parlé d'elle, et messieurs, vous allez lui faire une place. Madame Priscilla Douce, de la société Stedim, Sartorius. Alors, on est un peu serré, mais on va y arriver, j'ai une place à côté de moi. Voilà. Alors, justement, on va passer tout de suite le micro à Priscilla Douce, parce que je me souviens qu'on avait animé un débat ensemble, et où elle avait à l'époque un vrai souci. On a beaucoup parlé de l'extension de la zone des PAU. Je crois que ce problème-là, on va vous passer le micro, Serge. Ce problème-là, il est résolu, puisque je crois qu'il va être résolu, c'est ça? Oui, ça doit marcher, s'ils l'ont pas éteint. Ah.
Il est résolu pour nous, mais il n'est pas résolu pour les autres entreprises, oui, puisque nous, on a effectivement fait l'acquisition d'un bâtiment dans la zone industrielle d'Aubagne, donc de 11 000 m². On s'est battu pour l'avoir parce que c'est rare. Il y a beaucoup d'autres entreprises aussi qui cherchent. Et donc, on a signé un compromis il y a 2 semaines, c'est tout récent, mais il a fallu quand même jouer vite. Ça veut dire que, parce qu'à l'origine du problème, je crois qu'il y a 2 communes qui ne s'entendent pas très bien sur les réglementations pour étendre cette zone, hein, c'est ça? C'est ce que Christian a dit, vous l'avez dit aussi, enfin bon, c'est les problèmes politiques qui deviennent prépondérants par rapport aux problématiques et aux besoins des entreprises, ça c'est clair, hein, c'est 2 maires qui ne s'entendent pas, c'est des opinions politiques différentes, et puis on ne se parle pas, et du coup on a d'autres priorités. On a aussi le tramway, et voilà. C'est les entreprises qui trinquent. Voilà, et les problématiques économiques passent après, l'emploi passe après, et l'entreprise en pâtit, et son développement en pâtit. Et le nôtre était compromis parce que, bon, c'est vrai qu'on a une forte croissance. On a vu dans les résultats que vous avez présentés tout à l'heure, c'est vrai qu'on travaille dans la plasturgie et qu'on contribue pas mal à créer de l'emploi. 400 emplois. Là, on a 450 personnes en Aubagne maintenant. On recrute tous les ans de nombreuses personnes. On crée beaucoup de postes, ce ne sont pas les remplacements. Puisqu'on a 15% de croissance par an, et bon, là, avec l'achat de ce bâtiment, c'est vrai que notre croissance est assurée jusqu'à 2020. Voilà. Alors, vous avez à peine réussi à résoudre ce problème, si j'ose dire, géographique, de locaux, que d'un coup, vous en avez un autre qui vous est arrivé, si j'ose dire, sur le dos, et là, on parle plus peut-être des politiques locaux, quand vous allez peut-être nous en parler, c'est que vous avez créé un centre de formation pour des opérateurs de salles blanches, parce que vous ne trouviez pas une école, et vous ne trouviez pas finalement dans la formation, on va dire, classique extérieure, peut-être pas forcément le premier rôle d'une entreprise que de former, mais là vous avez opté pour cette solution, et vous avez eu un problème avec l'administration, racontez-nous. Oui, donc en fait j'ai un autre combat là, cette année, je démarre. Et effectivement on a créé une école de formation, et les opérateurs en salle blanche, il n'y a pas de qualification, ça n'existe pas, et pourtant on a un mail, on a Gemalto aussi qui travaille en salle blanche, et on a besoin de renforcer les qualifications professionnelles de ce type de métier. Et donc on a décidé de créer une école formation, une vraie école, c'est-à-dire qu'ils ont 1 mois de formation complète, et on reprend les fondamentaux, l'écriture, les mathématiques. Donc on fait de l'académique, on fait du savoir-être, on fait de la civilité, parce que la civilité se perd. Et on leur apprend aussi à produire des poches, puisqu'on fait des poches plastiques pour le domaine, pour l'industrie biotechnologique. Et donc on apprend le lean manufacturing, enfin c'est une formation très industrielle, et ces personnes vont partir après, enfin elles resteront chez nous, forcément elles seront embauchées, si elles réussissent les étapes. Ça développe leur employabilité, parce que ça se met sur un CV, donc on développe l'employabilité sur le CV. C'est pas forcément des gens qui vont rester tout le temps chez vous, peut-être. Non, enfin, derrière il y a un emploi à la clé. Bien sûr. C'est une formation qui est très rigoureuse, je veux dire, c'est l'équivalent de ce qui se fait, je pense, en CAP, BEP. On travaille avec le Greta, on travaille avec des formations, des formateurs internes. On a bâti des formations vraiment très pointues, avec des contrôles périodiques, un conseil de classe à la fin, des examens, etc. Et donc vous n'êtes pas reconnu, en quelque sorte, c'est ça? Et donc en fait, ça représente un coût, parce que ces personnes, on les paye, forcément. Hein. Sur le plan juridique, on ne sait pas comment on les recrute, parce que ils ne travaillent pas, ils sont en formation, donc quel statut ont-ils? Donc on a un problème juridique là-dessus, au niveau des contrats. Et puis, ça représente des coûts importants, puisque pendant 1 mois, c'est 10 personnes à chaque fois, et depuis le début de l'année, on en a formé 40, qui sont formés, et on rémunère, on finance cette formation. Donc on le fait avec plaisir, parce que derrière, ça renforce effectivement la qualité, et puis notre image de marque auprès de nos clients, et puis ça développe l'employabilité. Et on a donc besoin d'être reconnu organisme de formation, et là, on se heurte. Alors là, c'est pas la politique, c'est le manque d'écoute de l'administration, et on se heurte à un dossier administratif qui ne passe pas. C'est quoi? C'est le rectorat? C'est qui? Non, c'est la direction de la formation professionnelle, c'est régional. D'accord. Et on se heurte. Conseil régional, donc? Conseil régional.
au fait que, en fait, étant donné qu'on embauche les personnes et qu'on est aussi en train de les former, donc on est employeur et aussi formateur, on est juge et partie et donc on ne peut pas être organisme de formation. Donc ça, si on le fait nous, c'est parce qu'on a la compétence pour délivrer cette compétence. Et vous n'avez pas non plus trouvé ailleurs des écoles qui étaient capables de faire ça. Et on a vraiment envie de faire quelque chose sur mesure. Et donc, on ne peut même pas avoir de rendez-vous, on ne peut même pas s'expliquer, on ne peut même pas défendre un dossier. On est devant un certain administratif et on a quelqu'un qui nous dit votre dossier n'est pas conforme, vous me posez un problème administratif. Et le fait de ne pas avoir l'agrément, évidemment, c'est un coût supplémentaire. C'est un coût supplémentaire. On ne peut pas travailler non plus, on pourrait avoir plein d'aides. On pourrait aussi résoudre le problème du statut juridique de ces personnes qui sont embauchées pendant un mois en tant que stagiaires de formation professionnelle. Et en plus, il y a de l'emploi à la clé, vous le dites bien. En plus, il y a de l'emploi à la clé. On a aussi constaté que sur les 40 personnes qui sont rentrées depuis le début de l'année, en fait, avant, il nous fallait 6 semaines pour qu'un opérateur soit opérationnel, parce que c'est pas évident ce qu'on fait. C'est vraiment du sur-mesure. On travaille pour la pharmacie, l'industrie pharmaceutique. Il y a des règles, des procédures. Et maintenant, les opérateurs, ils sont efficaces en 2 semaines. Donc, c'est bien que cette formation sert à quelque chose et développe l'employabilité de nos collaborateurs. Donc là, pas d'écoute, vous êtes face à un mur. On se bat, on attend. Et si ça ne se passe pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez renoncer à votre école? Non, vous allez continuer à avoir votre école, mais avec des coûts qui sont prohibitifs, c'est ça? Oui, on prend le risque d'avoir un statut juridique qui n'est pas clair, et on a des coûts, alors que quelque part on fait le travail de l'éducation nationale et du Pôle emploi, quelque part. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va continuer, et vous voyez que des fois c'est des choses qui sont, là encore, un problème d'écoute et de compréhension de la part Je voulais rajouter quelque chose, je voulais aussi, parce que là je suis aidée par l'UP, qui bien entendu a pris ce dossier en main et qui nous supporte et nous aide pour effectivement... Et c'est d'ouvrir les portes du conseil régional. Les portes de la région, voilà. Merci en tout cas, et on vous tiendra au courant, puisque manifestement c'est toujours avec plaisir qu'on vous écoute sur ce sujet-là. Alors, on va passer au cas d'une autre entreprise qui exporte beaucoup, c'est la société Impica, puisque je crois que vous avez été racheté récemment par Xerox, qui a fait de vous, Paul Morgavi et surtout votre société, un véritable centre de recherche au niveau mondial pour tout ce qui est effectivement impression, c'est ça, AG-Dent. Vous êtes la tête pensante de Xerox. La recherche. La tête pensante, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, effectivement, le mois de février, cette acquisition s'est déroulée avec la société Xerox, qui a décidé en finale de faire d'Impica son centre mondial de développement des technologies jet d'encre à base eau, ce qui est quand même un signe de reconnaissance très fort. Ça s'applaudit, non? Merci pour toute l'équipe. Alors, pour la petite histoire, je crois que c'est vous qui nous imprimez nos cartes grises. Donc, si on a un problème de carte grise, on peut vous appeler personnellement, vous pouvez nous arranger quelque chose ou pas? Alors, ce que je vais vous dire, je vais essayer de me protéger parce que j'imprime aussi d'autres documents, mais qui sont moins célèbres et peut-être moins, on va dire, glorieux, notamment vos fiches d'impôt. Aïe. Les cartes grises, effectivement, sont imprimées sur une machine Impica et bien d'autres documents, notamment certains passeports. Notamment en Autriche, tous les passeports autrichiens sont imprimés sur les machines Impica. D'accord. Alors, une entreprise comme la vôtre, à la pointe de la technologie, qui est reconnue sur un plan mondial, vous êtes ici, vous êtes content d'être sur ce territoire, ou un jour vous dites, à un moment donné, si j'arrive pas à me développer parce que j'ai pas les conditions nécessaires à mon développement, chez Xerox, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pour tout vous dire, on est dans cette problématique actuellement. Donc d'abord, on est très content d'être sur ce territoire qui regroupe Gémeaux, Soumagne et Ciotat. Nous avons là aujourd'hui une opportunité d'agrandissement assez significative, puisqu'il va falloir que l'on fasse rentrer des ingénieurs supplémentaires, mais c'est aussi un centre de production, de réception client avec des échantillons, des visites, etc. au niveau international. Sachez qu'on fait plus de 80% à l'export quand même. Et ça veut dire qu'on a besoin de mètres carrés, et donc en ce moment on est à la recherche de mètres carrés, mais je sais que certains sont très au courant un petit peu de tout ça, et ce n'est pas simple. Parce que le mètre carré est très difficile à trouver dans la région. Mais on a bon espoir de trouver sur face, notamment sur la zone de la Ciotat qui semble avoir quelques disponibilités. Et on espère sous peu avoir plus de 6 000 m² à notre disposition pour pouvoir continuer notre croissance.
Alors c'est quand même assez... je vais repasser juste parce que je vous avoir le commentaire de Thierry Berger sur ces deux témoignages. C'est quand même extraordinaire. On vient de voir deux exemples d'entreprises qui sont à la fois très technologiques, à la pointe, qui marchent bien, qui embauchent, qui sont reconnues, etc. Et elles ont, si j'ose dire, pardon pour l'expression, mais un bel problème de place. Et elles se posent vraiment des questions. Est-ce que ça, c'est pas... On n'atteint pas presque le seuil du côté intolérable de la chose? C'est pas acceptable du tout. Il est clair que quand on a ces exemples-là, on ne peut qu'être complètement effaré de voir qu'on empêche le développement économique. On vient de voir un exemple à l'instant où une entreprise de notre région est reconnue mondialement pour son travail. C'est la même chose pour la société Stedin. Et on a ici des chefs d'entreprise, des gens qui sont motivés, des emplois à créer, et on a l'impression que l'administration et que nos politiques ne sont pas forcément à nos côtés pour nous aider. Alors là, je voudrais saluer, parce que tout à l'heure je l'ai critiqué, je voudrais saluer le travail de sur la Ciotat, qui, lui, je sais, est toujours très à l'écoute des entreprises qui essaient de s'implanter. Après, il a un problème de foncier aussi, parce qu'il ne peut pas non plus pousser les murs de la Ciotat. Mais c'est vrai que tous les politiques ne sont pas égaux là-dessus. Et c'est vrai que quelquefois, quand on voit que pour faire une zone économique, une zone industrielle, il faut des années, moi, la zone industrielle des Palus, j'en entends parler depuis plus de 10 ans. D'accord ? L'extension. Comment on peut faire qu'un dossier comme ça, alors qu'on sait qu'on a les entreprises pour s'installer, mettre 10 ans pour la créer, hein. La zone d'extension de l'Atelia, avec nos droits de dire, je pense que ça a été un peu plus rapide que ça, quand même, c'était long quand même, voilà. Il y a des contraintes, mais que les mairies ont aussi, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, c'est pas une volonté des mairies, mais il y a trop de contraintes administratives, trop de décideurs, pour que l'on arrive à faire quelque chose. Et ça, je ne trouve pas assez du tout, c'est clair. Le cas de l'histoire du centre de formation, où presque, je dirais, il y a une position dogmatique de l'administration, disant vous êtes juge et parti, donc vous ne pouvez pas avoir l'agrément, parce que finalement, vous formez des gens qui vont travailler chez vous, donc vous n'êtes pas béni par le Saint-Siège, si j'ose dire, de l'intérêt général. Thierry, sur ce sujet-là, c'est même inconcevable. Une entreprise est obligée de créer son école pour pouvoir former et embaucher des salariés. Mais on marche à l'envers, quoi. C'est-à-dire que demain, les chefs d'entreprise, ils vont être obligés de tout faire, quoi, sur le territoire. Pas de la politique, quand même, pas de la politique. Non, pas de la politique. Alors ça, je me refuse de faire de la politique, chacun son métier. D'accord. Mais en tout cas, ça paraît quand même incroyable qu'on doive, nous, s'organiser pour pouvoir créer sur notre territoire des écoles de formation pour pouvoir former et embaucher des salariés. Donc, on va passer à un troisième exemple, et vous allez voir, ça va vous énerver encore, Thierry, parce que le troisième exemple, non, je ne vais pas exprès, on va passer la parole à Armand Boukpérian, parce que Société Alquier, vous, les problèmes d'extension de la zone des Palus, vous avez été très concerné par ça, donc vous faites spécialiste en menuiserie et métallique, vous êtes à la fois dans le bâtiment et dans l'industrie, parce que la menuiserie métallique, c'est vraiment un process industriel, mais quand vous les posez, vous êtes dans le bâtiment. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette double casquette, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, on fait partie du secteur du bâtiment, en tant qu'entreprise. Néanmoins, je dirais 2 tiers de l'effectif, on va dire, travaille dans le secteur de l'industrie. Mais on a une globalité, donc, l'entreprise globale dans le secteur du bâtiment. Dans une salle de réunion, j'ai une photo de la zone de l'entreprise il y a 30 ans à peu près, et où l'entreprise est quasiment isolée dans des marécages. En fait. C'est l'une des premières entreprises qui s'est installée dans la zone, et je crois qu'on n'a pas été suffisamment... mes prédécesseurs n'ont pas vu suffisamment loin, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de place, et on a un réel besoin de se développer, parce que je dirais il faudrait qu'on double quasiment la surface que l'on a aujourd'hui. On a 10 000 mètres carrés aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que... pas de vous expatrier, mais enfin, on peut pas sortir du département. D'aller pas très loin dans le Var, du côté de Signes, pour trouver des terrains qui peuvent satisfaire à cette extension, parce que je dirais, on ne peut pas rester inactif et il faut qu'on bouge. Donc, d'attendre que l'extension de la zone se fasse, je ne sais pas combien de temps faut-il attendre, mais... Est-ce que ça veut dire que vous allez très longtemps garder 2 localisations comme ça, qui sont
Vous avez un peu une entreprise coupée en deux. Est-ce que c'est très pratique quand on dirige une boutique d'avoir 2 sites comme ça? Ce sont des contraintes. C'est évident que ce sont des contraintes, donc on fera avec. Mais aujourd'hui, de ne rien faire et de rester, je dirais, d'atteindre la limite qu'on a atteint aujourd'hui, je pense que c'est plus pénalisant que de ne rien faire. Donc ce sont des contraintes qu'il va falloir qu'on gère. Alors, on vous doit la Grande Bibliothèque de Marseille, c'est vous qui avez fait ça? Oui, Grande Bibliothèque de Marseille. Enfin, au niveau des opérations, aussi. Au niveau des opérations, il y a les quais d'Arinques, le MUSEM, le FRAC. On travaille sur les terrasses du port. Enfin, il y a beaucoup de sujets. L'hôpital Ambroise Paré à Marseille. Donc, notre secteur d'activité, c'est sur PACA. Hein, donc, on participe à de très belles opérations. Les hôpitaux de Monaco, de Cannes, de Nice, le CHU Pasteur. Et donc vous avez le sentiment qu'une pépite comme vous, on n'a pas forcément envie de la choyer et de la garder en y trouvant des solutions, si j'ai bien compris. Je crois qu'il n'avait pas la solution en fait. Aujourd'hui et depuis quelque temps, enfin ce que disait Christian tout à l'heure, le serpent de mer. Enfin, aujourd'hui à l'instant T, on se dit on peut être patient. Si dans 2 ans on sent que les choses vous avez le sentiment que c'est un problème, on va dire effectivement, tout à l'heure on a pu pousser les murs, il y a des problèmes de foncier, des problèmes, ou est-ce que c'est quand même un problème, allez, on va dire de gouvernance territoriale, d'organisation, de discussion en commun, de dialogue entre les différentes administrations, différentes collectivités pour trouver des solutions, parce que si ou véritablement il n'y en a pas et malheureusement c'est un petit peu la limite du territoire. Je pense que le problème c'est plus un non-dialogue enfin, je pense que le souci principal est là. Mais vous savez, on a, en tant que chef d'entreprise, on a beaucoup de choses à gérer. Il faut qu'on prenne des décisions. On ne peut pas attendre que les choses se fassent. On est obligé d'agir. Si on n'agit pas, de toute manière, à un moment donné, on le paye. Donc, c'est le temps de l'entreprise et le temps de l'administration et du politique qui n'est pas forcément le même. Hein. On n'a pas le même délai, je crois. Merci, Monsieur Boucmireux, pour votre témoignage. Et on termine ce témoignage avec Monsieur Piclet. Alors, Louis Piclet, vous réalisez 50%, je crois, de votre chiffre d'affaires à l'export. C'est vous qui nous fabriquez les prothèses de hanche, les prothèses de genoux. Mais vous les fabriquez aussi en Chine, je crois. On est une 50aine de salariés. On conçoit, fabrique et distribue sur le territoire national et donc international. On est dans à peu près 16 pays. On est en France comme on est à l'étranger, c'est quand même une PME de 8 millions d'euros, c'est pas très très important pour notre type d'activité. On ne fabrique pas en Chine, on est en Chine depuis 2000 et depuis 2010 on a eu des renouvellements d'homologation et là ça nécessite entre 2 et 3 ans d'attente pour pouvoir revendre des produits. On a en toile de fond sur des gros marchés comme le Brésil, la Chine et la Turquie. Turquie, on y est, donc ça, il n'y a pas de souci d'enregistrement pour l'instant. Mais pour le Brésil, il faut à peu près 3 ans avec un audit de l'Anvisa, qui est un organisme d'État, mandaté par l'État, avec 2 contrôles deux personnes qui viennent contrôler l'entreprise pendant 1 semaine pour savoir si l'entreprise est apte à entrer sur le territoire. Donc juste un petit parallèle avec une Europe qui est magnifique, qui est le 2e marché mondial et qui est ouvert à qui veut, qui a le marquage CE apposé par n'importe quel organisme qui vienne de Tchéquie, qui vienne de France ou d'Allemagne ou même peut-être d'ailleurs. Ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des contrôles beaucoup plus virulents comme il y a aujourd'hui pour qu'on se protège sur notre territoire européen. Parce qu'il y a trop d'ouverture, il y a trop d'images négatives qu'il faut qu'on contrôle. Parce que quand on va ailleurs, on a du mal à entrer, nous, PME, PMI, dans leur pays, parce qu'il y a quand même une protection importante. Vous avez l'impression que, alors la formule évidemment n'est pas de moi, mais on parle un peu de l'Europe naïve ou de l'Europe qui s'ouvre à tout le monde, alors que tout le monde se ferme, et une Europe peut-être plus contraignante pour les entreprises qui sont sur son territoire qu'elle ne l'est avec les entreprises qui exportent et qui amènent des produits de Chine ou d'ailleurs. C'est ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut revenir à un protectionnisme. Je pense que on ne met pas la préoccupation, je dirais première, la préoccupation industrielle, l'industrie en avant. Je crois qu'il faudrait que les politiques
alors je faisais un petit parallèle parce qu'on reçoit des stagiaires maintenant, de plus en plus de jeunes qui ont besoin de connaître la vie d'entreprise, mais je crois qu'il faudrait qu'on ouvre cette vie de stagiaire à nos politiques pour qu'ils se rendent compte des vraies problématiques. Vous devez recevoir le maire d'Aubagne en stage pendant 15 jours, par exemple si le maire a une influence nationale, je le reçois toute l'année. D'accord, à toute l'année. Donc il n'y a aucun souci, mais c'est que les gens s'impliquent, et je fais une petite parenthèse et un grand remerciement public à Monsieur Briscas. On s'appelle pratiquement jamais, rarement, on se voit de temps en temps, mais je sais qu'il œuvre ardemment pour la région, pour l'économie, il a cette bonne conscience de l'industrie, et il sait que l'industrie c'est le poumon de la France, donc il faut la pousser, l'aménager, il faut l'économiser. Qu'est-ce que vous attendez justement des pouvoirs publics, pour faire simple et court, vous en tant qu'industriel qui exportait, donc, là, on est encore dans une industrie très, très spécifique, dans un travail de niche et de pointe. Qu'est-ce que vous attendez comme décision simple qui pourrait vous aider à faire un vrai bond en avant? Nous sommes très mal placés parce qu'on est quand même payé par la sécurité sociale. Oui. On est content des tarifications d'aujourd'hui. Ça fait à peu près 20 ans qu'on ne fait que régresser dans les prix d'achat ou les prix de vente. Je parle de la France. Et on se retrouve encore avec des tarifications réduites de 10% en proposition de décret. Ça risque juste d'éteindre les quelques sociétés françaises qui restent. C'est pour ça que je pousse au maximum à l'exportation, parce que l'exportation c'est un marché qui est, je dis pas plus sain, c'est pas ça, mais qui est plus simple. D'accord. Parce qu'on n'est pas tenu par une tarification donnée par le système de santé. Et pour autant, il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait des suivis, à écouter tout ce qui s'est passé dernièrement aussi dans le domaine de l'orthopédie. Je crois qu'il faut être très vigilant. On a l'organisme qui était l'AFSAPS, qui est passé maintenant à NSM, qui contrôle, qui est un peu la police médicale, et c'est très bien. Il faudra aussi qu'elle contrôle des sociétés étrangères, parce qu'elles ont tendance à contrôler que des sociétés françaises, ce qui est bien, mais quel contrôle? Je les ai eu 4 jours à l'entreprise, donc je sais exactement de quoi je parle, et ça s'est bien passé. Pendant 4 jours, j'ai pas arrêté de leur dire allez contrôler des boîtes étrangères, sans préciser des boîtes, mais ils ne contrôlent que des boîtes françaises parce qu'ils ont une mainmise sur ces boîtes. Ça veut dire que l'avenir de votre entreprise, il ne se fait pas au Bail, il ne se fait pas en France, il se fait à l'international. Mon premier avenir est passé par La Ciotat, parce que je m'amusais gamin, donc j'étais content, j'avais envie de travailler à La Ciotat, parce que j'aime La Ciotat. Après, c'est vrai que mon challenge, c'était de développer une activité, et le domaine biomédical dans lequel je suis tombé par mon beau-père, puisque j'étais moi enseignant d'éducation physique et sportive, et j'ai fait 3 ans j'étais en équipe de France de karaté, donc j'étais vraiment dans le sport. Et puis j'ai voulu changer ma vie, et donc j'ai changé grâce à mon beau-père qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette activité. Et mon objectif, ça a toujours été d'avoir une gamme complète de produits et de présenter une marque et d'être un partenaire d'orthopédie dans le monde. C'est très ambitieux parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'en dessous de 400 millions d'euros, on ne peut pas financer et dynamiser. On a donc besoin de partenaires bancaires. On aura besoin de partenaires bancaires encore plus fortement quand on abordera les marchés américains. Mais j'ai beaucoup d'ambition et j'ai encore beaucoup de motivation. D'accord. Mais ce qui vous rattache à La Ciotat n'est pas simplement affectif quand même. Il y a la volonté de rester ici, manifestement. Oui, absolument. Je fais tout et je pense que la France, dans notre activité, on essaie de rendre la production la plus productive possible. Je pense qu'on a une place à rester en France parce qu'on sait faire très très bien les choses. On a une très bonne école médicale, même industrielle, l'industrie de la mécanique. Malheureusement, on est acheté par beaucoup de sociétés américaines, des gros consortiums, et on sait fabriquer aussi bien tarifiquement, financièrement que les Chinois ou ailleurs. Et je pense que d'ici 10 ans, la Chine, ça sera fini.